L'histoire de Mohamed Garn est une histoire exceptionnelle, dramatique. Mohamed est né le 19 avril 1960 à Alger, en pleine guerre d'Algérie. Sa naissance marque le début d'un terrible secret dont il sera victime toute sa vie. Un secret indicible lié aux horreurs de ce conflit. Sans tabou, il nous raconte le long chemin qui lui a permis de découvrir la vérité sur son histoire. Voici le parcours de Mohamed, un homme dont le destin tragique est lié à tout jamais à une page sombre de notre histoire. Je me souviens, 5 ans, je vivais dans un placard sous un escalier. J'étais un enfant rachitique et j'ai été condamné à mourir. C'est noir pendant 5 ans. Je vois rien que du noir. Voilà. On ne sort pas indemne de cette histoire. J'ai pensé au suicide. Ce secret a failli me tuer. Freud dit « La colère est un début de folie ». Et moi, j'étais en colère. Quel terrible secret de famille a conduit le petit Mohamed à vivre dans un placard? Quelle souffrance a-t-il subi pour vouloir mettre fin à ses jours? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes à Alger, au début des années 80. Mohamed a 22 ans, il est pupille de l'État et il vit toujours à l'orphelinat. À 22 ans, je suis à l'orphelinat d'Alger, Saint-Vincent-de-Paul. Je viens d'un long combat d'enfance. Je suis en quête d'identité. Et je me dis que le seul moyen de savoir qui est ma mère, c'est d'aller à l'administration de l'orphelinat et d'essayer de trouver mon dossier. J'attends que le personnel aille manger et je me cache dans les toilettes. Ils ferment l'administration, je sors des toilettes. J'ai pris le dossier et j'en suis fier. Et c'est ce que tous les orphelins devraient faire. Alors je lui dis que je suis le fils de Garn Kera, alias Barta, et qu'elle est née le 1er avril 1943. Il n'y a pas de trace de décès. Du côté où il y a écrit décédé ou pas décédé, néant. Ça veut dire ma mère est vivante. Je ne suis pas seul au monde. Pour Mohamed, cette découverte est un soulagement. Sa mère est vivante. Cette information capitale lui apporte un peu de réconfort, car depuis sa naissance, en avril 1960, sa vie n'est qu'une succession de souffrances. Séparé de sa mère, Mohamed est placé à l'orphelinat, puis chez une nourrice à l'âge de 6 mois. C'est le début d'un long calvaire. Je me souviens que je vivais dans un placard sous un escalier. J'étais un enfant rachitique et j'ai été condamné à mourir. C'est comme ça que je me suis retrouvé en nourrice. Et cette nourrice-là, puisqu'elle voit que je suis un gros malade, elle me met dans ce KGB. C'est noir pendant 5 ans. Je vois rien que du noir. Voilà. Dans ce KGB, le seul moment où je vois peut-être un petit peu de lumière, c'est quand la porte s'ouvre et on me sort pour me changer. Il y avait une lampe jaunie, je sais qu'il y avait une assiette en aluminium, que je mangeais que des pommes de terre. Je sais que c'était mon fruit, ma viande, c'était ça mon plat. Mais c'est ça mon souvenir, c'est le placard. Avant 5 ans, j'étais mort. J'étais mort. C'est un événement inespéré qui va éclaircir l'avenir de Mohamed. Nous sommes en 1965. Une jeune femme se présente chez sa nourrice, elle cherche à adopter un enfant. Et quand vient cette dame, elle vient avec une assistante sociale chez la nourrice. Et cette nourrice a 12 enfants. Elle me pouponne, elle me met mes habits, mais moi, je ne marche pas. Je sors de ce KGB comme un enfant sauvage, je marche à 4 pattes. Dès que je sors, je vois une lumière éblouissante qui sort d'une fenêtre. Et je ne sais même pas ce que c'est une fenêtre. Alors je me dis, mais c'est quoi cette lumière? Et je vais en titubant, en rampant vers cette fenêtre. Et c'est comme ça que la dame, elle me suit et elle me dit, qu'est-ce que tu regardes? Je fais avec ma main, qu'est-ce que c'est?
Mais elle me regarde, elle me dit, c'est le soleil. C'est quoi le soleil? Je suis à l'état sauvage. Mohamed passe de l'obscurité à la lumière, de la misère à l'opulence, car sa famille adoptive appartient à la bourgeoisie algérienne. 6 mois plus tard, sa vie bascule à nouveau. Toute la famille quitte l'Algérie pour s'installer en région parisienne. Mes parents, ils ont un café-théâtre à la rue Daguerre, Montparnasse. Et ils reviennent tard le soir. Je suis livré à moi-même, oui. Et j'avais toujours peur, je fermais toujours la porte à clé, je dormais mal dans mon lit, j'avais peur que quelqu'un rentre par la fenêtre, alors qu'on était au 4e étage. Et je disais toujours à ma mère adoptive, mais quand est-ce que nous vivrons toujours ensemble? Elle me dit, tu verras, un jour ça s'arrangera, on vivra ensemble, on ne te quittera plus. Pendant 10 ans, Mohamed grandit à Paris. C'est un adolescent timide et solitaire. En 1974, nouveau coup de théâtre. Le cabaret de ses parents fait faillite. Sans argent, le couple décide de retourner vivre en Algérie. Mohamed a 14 ans. Pour lui, ce retour aux sources est une catastrophe. Mon père adoptif devient macho, il ne voulait pas que sa femme travaille et tout ça. Ma mère adoptive est intellectuelle et voulait pousser ses études et faire ce qu'elle voulait faire. Et le couple se disloque et il y a eu le divorce, mais le divorce a été prononcé, vraiment ça a été une douleur pour nous tous, surtout pour moi, qui avait peur de perdre ma mère, parce que je me disais, ils vont divorcer, je vais me retrouver seul. Il m'abandonne. Et celui qui m'abandonne le premier, c'est elle. Elle à qui j'ai fait confiance. Elle que j'aimais, elle qui m'a donné confiance de vivre. C'est elle qui m'a trahi, puisque lui, au début, quand il est venu avec elle pour m'adopter à l'âge de 5 ans, il ne voulait pas de moi. Je sentais qu'il ne voulait pas de moi. Mais elle, j'avais confiance en elle. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'abandonnes? Tu sais d'où tu m'as ramené, tu sais où j'étais. Mais elle m'a dit, tu as 14 ans, il te reste encore 4 ans et tu deviendras majeur, tu feras ton armée, tu feras ta vie comme moi j'ai fait ma vie. Mais je lui dis, alors pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu ne m'as pas laissé en l'état où j'étais? Elle me dit, tu vois l'orphelinat là-bas? Va, le directeur t'attend. Et c'était le retour à la case départ. Je suis arrivé à l'orphelinat et je me rappelle, on servait la soupe ce jour-là. Je suis rentré, on m'a donné une gamelle, on m'a donné un matelas, on m'a donné une couverture. Et j'ai mangé ma soupe. Non, le premier jour, je n'ai pas mangé ma soupe parce que si vous ne la tenez pas bien, la gamelle, elle est chaude. Si vous ne la tenez pas bien et elle tombe, vous ne mangerez pas, vous mangez le lendemain matin. Et ce jour-là, elle est tombée. Voilà. Je me rappelle de mon premier souper. Quand Mohamed est arrivé à l'orphelinat, il avait 14 ans. À l'époque, il était impatient, perturbé. Il ne voulait pas parler de sa mère adoptive. Je faisais beaucoup de fugues de l'orphelinat. Je saute le mur de l'orphelinat, la nuit, je sors. Et c'est là où je commence à apprendre, à faire des petits larcins, à côtoyer des petits voyous. Quand je l'emmenais à l'école, je sais que dans mon dos, il fuguait. Il traînait dans les rues. Il fréquentait des petits voyous. Mohamed, c'était un bagarreur. Si on le cherchait, vous pouvez être sûr qu'on le trouvait. C'est comme ça que je commence à me forger une personnalité, mais un peu dans la violence. Je sentais que Mohamed souffrait. Il souffrait de cet abandon qu'il ne digérait pas. Du coup, il n'acceptait aucune règle. À l'orphelinat, Mohamed n'a qu'une idée en tête, retourner vivre avec sa mère adoptive. La nuit, parfois, il entre chez elle par effraction et se cache dans un placard pour être au plus près de celle qu'il aime. Mais cela ne suffit pas. Alors, Mohamed va aller encore plus loin pour attirer son attention. Je me suis dit un jour, tiens, elle a un collier, le seul bijou qu'elle a. Toujours, elle en parlait. Quand il y avait un mariage, il y avait une fête, il y avait une sortie, tout ça, elle le mettait. Et je me suis dit, tiens, je vais lui voler ce collier.
Une dizaine de jours après, je la rencontre. Je lui dis, maman, si tu cherches le collier, il est chez moi. Je te rends le collier et tu me reprends. Elle m'a dit, non, il n'en est pas question. Je vais déposer plainte. Et c'est là qu'elle dépose plainte. Et je remets le collier à la police et je suis condamné pour cette affaire à 2 ans de prison. C'est un peu dur, là. C'est dur, la prison, parce que je suis à Berwaguilla, qui était un centre de torture pendant la guerre d'Algérie. Je commence à me balafrer le corps. Ça commence en prison. Je me disais des fois, j'ai pas le droit de vivre. Pourquoi elle m'a abandonné? Pourquoi l'orphelinat? Pourquoi tout ça? C'est que je n'ai pas le droit de vivre. Cette dame, elle me hante. Elle me hante, elle est toujours dans mon cœur. Mais moi, je suis sûr que je ne suis pas dans son cœur. Elle m'a oublié comme si, bon, elle a eu un caniche et il est mort. Et c'est tout. Je sors de prison. Je sors en novembre 1982. Il neigeait ce jour-là. Et je suis allé à l'orphelinat. C'est là que je me suis dit, tu dois prendre ton dossier. Puisque tout le monde fait la sourde oreille. Tout le monde te ment sur ta mère. Vas-y, va voir. Si elle est morte, fais ta vie. Dans son dossier, Mohamed découvre une information essentielle, le nom de sa mère biologique. S'il rêve de cette rencontre, elle lui fait aussi très peur. Alors, avant de faire face à sa mère, Mohamed veut s'acheter une conduite, se présenter comme un fils digne, comme un homme respectable. Je suis allé à l'assistante sociale, qui s'est occupée de moi, et je lui avais dit, je voudrais faire un stage. Elle me dit, arrête. Toi, tu vas faire un stage? On te connaît, on connaît ton histoire, tu es l'enfant terrible. Et c'est pas possible que tu puisses... Non, sincèrement, j'ai envie de faire un stage. Mohamed était dans une situation précaire, comme tous les orphelins, je le disais. Il ne travaillait pas, il bricolait pour subvenir à ses besoins. Ce n'est qu'après qu'il a pu faire une formation. Il a fini par être aide-soignant dans un hôpital d'Alger. J'ai trouvé ma vocation. Je sors de la violence et je rentre dans l'amour, dans l'humanitaire, je me forge dans, je mûris, j'aime lire, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime surtout le pauvre, plus que le riche. À la fin de mon stage, quand j'avais récupéré mon diplôme, je rencontre ma femme, un coup d'œil, un premier regard, coup de foudre. Je lui dis, tu seras ma femme. Et c'est vrai, effectivement, une semaine après, je me retrouve avec mon costume, marié. Et c'est un Garn, c'est vraiment un nouveau Garn, une nouvelle vie. Si on me disait, voilà, il y a 1 kilo d'or juste là, vas-y, vole-le, c'est vraiment dans la poche. Je dis non, je touche pas à ça. J'ai changé. J'ai changé. Voilà. Nous sommes en 1985. Mohamed semble apaisé et serein. Pourtant, 2 ans plus tard, la naissance de son fils Adel va rompre cet équilibre. Mon fils, je le tenais pas dans mes bras. Je le donnais toujours à ma femme. Elle sentait qu'il me manquait quelque chose. Elle me dit, mais pourquoi tu es si triste? Tu es si triste. Je lui dis, mais non, je suis pas triste. Elle me dit, non, il te manque quelque chose. Je lui dis, oui, il me manque ma mère. Je voudrais tant qu'elle voie ce bébé. Qui, ta mère? Adoptive? Non, ma mère biologique. Mais elle me dit, cherche ta mère. Tu n'es pas tombé du ciel. Et c'est le déclic. C'était ça. C'est ça, quelque chose qu'on attend. Mohamed voulait à tout prix retrouver la trace de sa mère. Il voulait à tout prix avoir un parent. Il a vécu chez des nourrices, dans des orphelinats, il a vécu dans la rue, il a couché sous les ponts, comme on dit. Et là, sa mère, il fallait absolument qu'il le retrouve. Il l'a cherchée un peu partout. Il savait que quelque part à Alger, elle devait être là. Et c'est là que je commence à faire mes recherches auprès d'un ami qui travaille dans la police et qui me dit écoute, Mohamed, ta mère sûrement doit avoir une carte d'identité, un passeport, t'as un extrait de naissance, t'as quelque chose de toi? Je lui dis oui. Et un beau jour, j'étais en train de travailler avec les enfants à l'hôpital et il m'appelle.
Il m'appelle, il me dit, tu viens, on va manger un sandwich, on prend un café ou un truc comme ça. Et c'est là, il me dit, tu sais, pour ta mère, je lui dis oui, j'ai trouvé ta mère. Et je réponds pas, parce qu'il me sort un bout de papier blanc écrit, et il me donne le papier. Le papier, je l'ai, je lis et je ne le lis pas. Parce que je suis loin. Je me dis, le placard, tout ce qui m'est arrivé, toutes ces misères, mais bon Dieu, il y a de la justice. Et là, j'ouvre les yeux et je regarde. Je tiens un bout de papier dans ma main où il y a écrit le nom et le prénom de ma mère, et en plus, il y a l'adresse. C'est ça le plus important. Je vais à l'hôpital, tout confus en leur disant, excusez-moi, il faut que je parte, mais partir où? Où partir? Partir, le dire à ma femme, c'est elle le déclic. C'est à elle de le... Et quand j'arrive vers ma femme, je lui dis, regarde, j'ai trouvé ma mère. Je suis dans un état, mais vraiment, je suis bouleversé. Mais elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, prends une voiture, envole-toi. Et on y va avec la 4L. On va à l'adresse indiquée. Quand on arrive, c'est une cité populaire. En arrivant, je demande à des jeunes, des vieux, et je leur dis, voilà, je cherche une dame qui s'appelle Garn Kera. Oui, vous lui voulez quoi? Je lui dis, ben, c'est ma mère. Ils me disent, ben... Vous voyez le ravin, vous voyez en face, il y a un cimetière. Votre mère est dans le cimetière, là où il y a la lampe jaunie. Je me dis, mais elle est morte? Ils me disent, non, 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 elle n'est pas morte. Elle vit entre deux tombes dans le cimetière. Mais ils me disent, attention, n'y allez pas. On l'appelle la louve. Elle se met à crier, elle parle toute seule. Et je leur dis, ben, si ma mère, c'est la louve, moi, je suis son louveteau. Je me rappelle, c'était en hiver. Il n'y va pas seul, parce que c'était risqué, le soir, dans un cimetière, il ne connaissait pas très bien les lieux, donc il s'est fait accompagner par des voisins. Et tout le monde descend avec moi. On dévale toute la pente des tombeaux, sur la droite, sur la gauche, peints à la chaux blanche. Le monsieur appelle. Le monsieur du cimetière. Kera, Kera. On entend un silence. Le temps avait complètement changé. Kera, Kera, il y a un silence. Il y avait un monde, mais vraiment fou. Kera, Kera. Après, on entend « C'est qui ?» avec une voix « C'est qui ?» Il dit, voilà, Kera, il y a un monsieur qui voudrait te parler. Lui, elle dit, partez, sinon j'appelle la gendarmerie, la police, tout ça. Il insiste. Les voisins d'à côté commencent à lui crier, Kera, ouvre la porte. Il dit que c'est ton fils, mais il faut ouvrir, il faut le croire. Pourquoi ce ne serait pas ton fils? Il dit, j'ai pas de fils, moi. Mon fils est mort. Je n'ai pas de fils, pourquoi je vais ouvrir? Ils ont insisté. Je lui dis, Yimma. Maman. Et après, j'entends un silence de, je crois, 5, 10 secondes, 20 secondes, je ne sais pas combien, mais un laps de temps. Et elle redit, partez, sinon j'appelle la gendarmerie. Tu sais, je lui dis, maman, tu veux appeler la gendarmerie, les hélicoptères, moi je suis venu, je suis ton fils, je veux te voir. Elle sort, elle est grande, forte, habillée d'une tunique longue, et elle avait quelque chose derrière le dos. Elle regarde toute la foule, elle la regarde comme ça, mais en même temps, je sais qu'elle me regarde. Après, elle sort la hache, et elle me dit, si tu es mon fils, ose mettre ta tête ici. Une hache à la main. Ose mettre ta tête ici. N'y va pas, le gardien dit, n'y va pas. Elle n'est pas dans son état normal, elle est malade, reviens demain. Mon ami qui m'accompagne me dit, rappelle-toi, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu vas gâcher toute une vie. Elle est dans son droit, demain, reviens.
Et moi, j'avance, sans les entendre. Et elle est immobile, elle ne bouge pas. Le jour où Mohamed est arrivé, il faisait nuit et il pleuvait. J'avais peur que ce soit des voleurs. Les voisins m'ont dit de ne pas m'inquiéter, de le laisser entrer. J'avais une hache à la main. Je lui ai dit, viens, ose approcher. Et j'appose ma tête. On dirait un oreiller. J'ai jamais vu d'oreiller comme ça. J'ai mis ma tête sur son épaule et elle me hume comme une louve qui hume son louveteau. Il a mis sa tête sur mon épaule et j'ai senti que c'était mon fils. Et c'est là que les gens qui sont derrière moi commencent, les you-you, la veuve a retrouvé l'orphelin, et la pluie commence à tomber. Mais vraiment forte, tout le monde est mouillé. Et les you-you ne se sont pas arrêtés. Et on est rentré dans la grotte. Et quand on est rentré à l'intérieur, ils ont commencé à lui poser des questions. Ils ont dit, mais c'était à moi de poser des questions, c'était pas à eux de poser des questions. Mais pourquoi tu nous as pas dit que tu as un fils, pourquoi? Et elle s'est tue, elle n'a pas voulu raconter. Et là, je repars. Je repars tout content. Ma femme qui m'attendait sur le lit, avec les bébés sur le lit. On est resté toute la nuit en train de parler. Et après, ma femme s'est endormie, les enfants se sont endormis. Et moi, toute la nuit, j'étais en train de rêver et de dire, mais comment je vais la rencontrer demain? Après cette première rencontre, Mohamed revient chaque jour au cimetière. Il veut nouer des liens solides avec cette mère biologique qui lui a tant manqué. Mais Keira reste méfiante. Si je vis dans ce cimetière, c'est à cause de la guerre et du destin. J'ai choisi d'habiter avec les morts, car les vivants m'ont fait du mal. Puis tout d'un coup, sans qu'il s'y attende, dès qu'il va voir sa mère avec un petit cadeau, des fleurs, une petite pâtisserie, un petit câlin, elle le rejetait. Il était malheureux. Il passait la nuit dans le cimetière à côté de la porte fermée. Le lendemain, elle le retrouvait, frissonnant de froid. Elle le regardait, elle l'invitait à rentrer. Parfois, d'autres fois, non. Quand Mohamed est arrivé, je ne pensais pas qu'il était mon fils. J'étais sous le choc, je ne m'y attendais pas. J'étais malade aussi. Des fois, je me disais que c'est lui. Des fois, je me disais que ce n'était pas lui. Et il repartait, le pauvre. Je le frappais. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à sentir que c'était mon fils. Au fil des visites, un début de complicité s'installe entre Mohamed et sa mère. Mais très vite, la question de ses origines refait surface. Maman, qui est mon père? La seule chose qu'elle m'a fait, elle a tendu son doigt vers le drapeau et elle m'a dit, voici ton père. Il y avait un cadre du martyr de la révolution algérienne. Je deviens fils d'un homme qui est mort pour la révolution algérienne. C'est quelque chose en Algérie. J'étais mariée à Ben Goucha. Dans la résistance, on l'appelait le commandant El Farta. C'est mon frère qui m'avait mariée à lui. J'avais 14 ans. C'était un accord familial. Le mari l'avait emmenée avec elle au maquis. Il avait 20 ans de plus qu'elle. Mohamed lui demandait de lui raconter comment il était, qu'est-ce qu'il faisait, sa bravoure, etc. Elle parlait de lui longuement, en disant « Ton père, c'était un grand moudjahid. Il a combattu pour l'Algérie, il a donné sa vie. » Mohamed est fier. Fils d'un héros de la Révolution, il veut porter le nom de son père. Mais pour cela, il doit passer devant un tribunal et obtenir une reconnaissance officielle. Mais Keira, sa mère, voit les choses autrement. Elle ne voulait pas que je demande la reconnaissance, mais elle ne me le disait pas directement. Elle me disait, attends un peu, il faut qu'on se connaisse un peu, il faut que tu me connaisses, que je te connaisse. Il lui a dit, mais maman, il faut que j'ai un papier qui le certifie. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'affiliation. Il n'y a que ton nom qui est sur mon extrait de naissance. Le père, il y a un trait. Je le repoussais violemment. Il partait et il me disait, au revoir maman. Et moi, je lui répondais, maudit soit ton père. À ce moment-là, je ne pouvais pas me douter qu'il y avait un secret, du moins un secret aussi important que celui qui a été divulgué par la suite.
Je lui disais que devant Dieu, il était le fils du révolutionnaire. Et puis parfois, je lui disais qu'il n'était pas son fils. Il disait à quoi bon remuer le passé? Tu m'as moi, ton père est mort, Moudjahid, et puis c'est fini. Contre l'avis de sa mère, Mohamed entend faire reconnaître sa filiation. Il lance donc une procédure devant le tribunal d'Alger. Mais faute de preuves, le doute s'installe. Mohamed est-il le fils d'Abdelkader Ben Goucha? Le juge convoque alors la mère de Mohamed. Keira est la seule à connaître la vérité, à pouvoir confirmer que Mohamed est bien le fils d'un héros de la Révolution. Et ma mère se rétractait, à plusieurs fois se rétractait. Oui, c'est le fils de Ben Goucha Abdelkader. Non, c'est pas le fils de Ben Goucha Abdelkader. Et ça s'est passé pendant 4 ans. J'ai eu 4 ans de procès. Et le juge lui dit, vous allez dire la vérité, ou sinon je vais vous mettre en prison. Cet enfant est en train de chercher son père. Qui est son père? Si ce n'est pas Ben Goucha Abdelkader, qui est son père? Lui, il croyait qu'elle a dû faire une bêtise avec son cousin ou quelqu'un d'autre, mais ils avaient complètement oublié la guerre d'Algérie. Et chose extraordinaire, on voit là l'honnêteté et la bravoure de cette dame, en pleine juridiction, en plein procès. Elle demande à prendre la parole au juge et elle avoue. Elle est tombée par terre, elle a commencé à pleurer, elle ne s'est pas arrêtée. J'étais le seul de tout le tribunal à me lever. Je lui ai dit, ne pleure pas, maman. Et elle m'a repoussé, elle a commencé à crier au juge. Elle lui a dit, vous faites ceux qui ne savent pas, monsieur le juge? Il lui a dit, qu'est-ce que nous ne savons pas? Vous savez ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie? On m'a violé, on m'a violé, on m'a violé. Mohamed est l'enfant issu d'un viol. Ma mère a été violée par des soldats français dans le camp de regroupement de Tmit el-Had pendant la guerre d'Algérie, lors de l'opération Chal, la dernière des opérations. Alain Ruscio, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale française. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Mohamed découvre que sa mère a été violée par des militaires dans ce camp. La question du viol pendant la guerre d'Algérie est encore taboue. Que sait-on de ces pratiques? Est-ce que c'était fréquent dans ces camps? Alors, je dirais oui, le viol était fréquent. Le viol était pratiqué d'une façon massive, pas généralisée, mais massive en tout cas, dans les zones de combat. Lorsqu'une troupe française arrivait dans un village, par exemple, et qu'il s'apercevait que les Algériens valides avaient quitté ce village, donc il y avait une sorte de mépris pour les populations qui étaient restées là. Et donc, on a des exemples. C'était des représailles, en fait. C'était une forme de représailles. Ou une façon de contrôler la population. Une façon de contrôler, une façon d'humilier la population, parce que les services psychologiques français savaient très bien que la virginité, par exemple, ou tout simplement le fait de faire l'amour avec un autre homme que le mari était quelque chose qui, en Algérie, en particulier à l'époque, dans ces sociétés rurales, était particulièrement mal vécu. Donc il y avait une forme d'humiliation qui était indirectement une forme de contrôle. Je tiens à préciser qu'une armée, beaucoup d'historiens l'ont précisé, une armée vaut par ses cadres. Donc il y avait évidemment de nombreux cadres, des officiers de terrain, des lieutenants, des commandants, qui ont interdit ces pratiques. Et lorsque ces officiers ont interdit ces pratiques, elles n'ont pas eu lieu. Mais la raison oblige à dire que ça n'a pas été le cas général et que le plus souvent, les officiers ont fermé les yeux devant ces pratiques. Ils savaient particulièrement bien ce qui se passait. Enfant du viol, Mohamed n'en a pas fini avec l'horreur. Il va maintenant apprendre de la bouche de sa mère biologique les circonstances monstrueuses dans lesquelles il a été conçu. Keira a toujours refusé de témoigner. Pour la première fois de sa vie, elle accepte de nous raconter sa terrible histoire. Pendant la guerre, nous étions dans la montagne. Ils voulaient nous capturer. Il y avait les avions, les chars. On était dans le maquis. Il y a eu une embuscade. Ma mère dévale la montagne. Quand ils dévalent tous de la montagne, les femmes, les vieux, les enfants, tout ça qui était dans les casemates, ils dévalent la montagne, chacun est éparpillé. Je m'étais caché dans l'arbre et c'est un chien qui m'a trouvé.
On nous a emmenés dans le camp d'internement. Certains sont morts pendant la capture, d'autres ont survécu, comme moi. Quand l'armée française a capturé Khira, qui n'avait que 15 ans, ils ont tout de suite compris qu'elle était la femme d'un révolutionnaire et donc ils l'avaient accusée de complicité. Et ils l'ont emmenée avec eux dans un centre d'internement pour la torturer, pour avoir des informations. En fait, c'était la recherche d'informations pour savoir qu'est-ce que c'était ce réseau, est-ce qu'il y avait des gens vivants. Où est Ben Goucha? Où sont les armes? Où sont ça? Et comment? Et là, c'est là où on l'a fait monter sur une table et on commence à lui faire la torture. Ils m'ont torturé. Ils ont violé mon honneur. J'ai été frappée, ligotée, j'ai été humiliée. Dieu seul le sait. Pour mon pays, j'ai sacrifié ma vie, mon honneur, l'honneur de mon fils. C'était la gégène, c'était l'eau, c'était le savon, c'était le fouet, c'était tout le reste. Et elle a les certificats, comment elle a été torturée, l'électricité et tout. Et après, s'ensuivent le viol. Quand on est violé toute la journée, toute la nuit, par des militaires qui ont fini de faire leur tournée, ivres-morts, tout un régiment qui se la passe, je crois que c'est un crime qu'aucune personne ne pourrait souffrir dans sa chair. Elle se souvient très bien, elle se souvient des physiques des militaires, elle se souvient des tables qu'ils utilisaient, de ces longs cheveux qu'on tordait autour d'une chaise. Elle se souvient de tout. Mais à un certain moment, elle s'arrête de parler, elle est presque à une perte de conscience. La nuit, quand mes souvenirs remontent, je ne peux pas dormir. Celui qui n'a pas vécu les horreurs de la guerre ne peut pas comprendre. Pendant près de 11 mois, entre 1959 et 1960, Khayra Garn reste prisonnière de l'armée française. Elle est âgée d'à peine 15 ans. Son quotidien est celui d'une esclave. À plusieurs reprises, elle est torturée et violée. Et puis un jour, elle dit qu'elle voit son ventre grossir, mais elle ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a été mise dans une pièce obscure et qu'on lui donnait à peine à manger et qu'on l'a frappée. Surtout, elle se rappelle qu'on l'a frappée au ventre. Quand il voit ma mère enceinte, il la frappe avec des rangers pour la faire avorter, afin de cacher le crime. Voilà. Les soldats me frappaient au ventre. Puis une femme militaire a eu pitié. Elle m'a sortie du camp, elle leur a dit qu'elle allait me soigner et qu'elle me ramènerait ensuite. Elle m'a emmenée à l'hôpital pour accoucher. Ma mère est amenée à l'hôpital et elle me met au monde. Ma mère fait des crises de démence, de psychiatrie, et elle est dans un service qui s'occupe d'elle. Au bout de 6 mois, le 16 novembre 1960, nous sommes ramenés à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul d'Alger. Et là, quand on arrive à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, ma mère est envoyée chez des jeunes filles de 15-16 ans, puis, quelques jours après, est transférée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle donne des coups, elle n'est pas normale. Et voilà comment je me suis retrouvé chez la nourrice. Après, ils m'ont dit « ton fils est mort ». J'étais désespérée. Je pensais qu'il était mort. Quand j'étais seule, j'implorais Dieu dans mes prières pour qu'il m'envoie quelqu'un qui le fasse revivre. Je pense que cette femme est brisée, elle est marquée à vie. Il ne faut pas oublier qu'elle a vécu seule. Seule. Elle a été abusée par l'armée française, rejetée par les Algériens. Ils l'ont rejetée parce qu'elle a été souillée par l'armée française. En fait, il l'identifie à une souillure de l'armée française. Elle est victime de la guerre d'Algérie, du côté français et du côté algérien. C'est un véritable enfer qu'elle a vécu, cette femme.
Pour Mohamed, le récit de Keira est insoutenable. La découverte du secret de ses origines le détruit psychologiquement. En 1991, il éprouve le besoin de changer de vie. Je pars, je deviens marin. Je veux échapper. Je veux échapper, je veux partir, ne plus voir ma mère, ma femme et mes enfants, parce que dès que je les vois, ça devient un choc. La cicatrice se réouvre. Je peux mettre l'arme à gauche. Je peux retomber dans la violence dont j'en suis sorti. J'ai pensé au suicide. Vous savez, Freud dit « La colère est un début de folie ». Et moi, j'étais en colère. Je me dis une chose. Je me dis, je ne suis plus le fils du martyr. Mon pays me dit, tu es le fils du soldat français. Bon, d'accord, je ne fais que suivre la voie. Je suis fils de Français. Eh bien alors je vais en France, je vais me battre. Cette vie entre terre et mer durera plusieurs années, jusqu'au jour où, pour laver son honneur et celui de sa mère, Mohamed décide d'intenter un procès à l'État français. Pour mener à bien ce nouveau combat, en 1999, il s'installe en France. Maître Jean-Yves Halimi devient son conseil. J'étais à mon cabinet très tard le soir, et on a sonné à la porte, j'étais tout seul, j'ai ouvert. J'ai senti un homme qui était troublé, qui pouvait être en danger. Alors il m'a demandé de le défendre. Et il m'a fait le récit de sa vie par bribes, et notamment ce qui m'a à l'époque beaucoup frappé et ému, c'est qu'il me décrivait ses nuits d'errance à Paris, sans but, et qui se terminait invariablement par des mutilations. Il s'ouvrait les veines et il me disait « Seule la vue de mon sang m'apaise ». Et effectivement, il finissait dans les services d'urgence des hôpitaux psychiatriques. Donc ça m'a vraiment glacé le sang. Il avait une formule qui traduit bien ce à quoi il aspirait. Il disait « Je suis français par le crime et je veux que la France le reconnaisse ». Se jouait là pour lui comme une question de vie ou de mort. J'ai senti qu'il fallait ça pour qu'il puisse survivre. Il fallait cette reconnaissance. Mais un obstacle va empêcher Mohamed d'obtenir gain de cause. Une amnistie, celle prononcée le 31 juillet 1968 par le général de Gaulle. Un texte qui absout l'armée française pour l'ensemble des crimes commis pendant la guerre d'Algérie. L'armée française bénéficie d'une sorte de privilège d'immunité. On ne pourra jamais rechercher les responsables des exactions qu'elle a pu commettre, et donc on ne pourra jamais donner le statut de victime à ceux à qui elle a pu nuire. Il y a eu des fautes, et dans toute guerre, il y a des fautes. Je demande une reconnaissance en tant que victime de guerre. C'est ça que je veux, moi. Je veux une reconnaissance. Et c'est pour ça que je dis français par le crime. Je suis le premier à avoir fait une brèche dans le béton de l'amnistie du général de Gaulle. Mohamed Gard est à ce jour la seule victime reconnue par les juridictions françaises des exactions commises par les militaires en Algérie. J'ai gagné le procès de 2001. On m'a donné une petite pension qui est à ce jour de 400 € et une carte de métro, le droit de me soigner sur le plan psychiatrique et de me taire, de rester tranquille et gentil. On reconnaît qu'il est victime de troubles psychologiques en temps de guerre. Voilà ce qui a été reconnu. Et c'est très insuffisant. Jusqu'à présent, la France n'a pas reconnu directement que Mohamed est le fruit d'un viol de militaires sur sa mère.
Aujourd'hui, Alain Ruscio, Mohamed éprouve toujours les mêmes difficultés, 50 ans après la guerre d'Algérie, à faire reconnaître son statut à cause des fameuses lois d'amnistie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces lois? La première chose que je veux vous dire, c'est que la guerre d'Algérie a été un traumatisme profond pour la société française. La société française s'est profondément déchirée en clans, en factions, autour de valeurs fondamentales et autour donc des faits liés à la guerre d'Algérie. Je pense que dans l'esprit du général de Gaulle, il s'agissait de fermer une parenthèse. Je vous rappelle quand même que la stratégie essentielle du général de Gaulle, c'était de se débarrasser de ce qui était devenu à ses yeux un fardeau, le fardeau de la guerre d'Algérie, pour que la France puisse assumer pleinement son rôle international et en particulier prenne une place prépondérante en Europe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'était une façon d'absoudre les crimes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie? C'était une façon de les absoudre, de ne plus avoir le droit d'en parler d'une façon précise. On peut en parler d'une façon générale. Si je vous dis aujourd'hui à la télévision française que M. Machin a torturé le 31 octobre 1956 à tel endroit, je suis passif des tribunaux parce que ce sont des faits qui sont amnistiés. D'où la difficulté pour Mohamed de pouvoir faire reconnaître son statut et de savoir réellement ce qui s'est passé. Oui, c'est un drame humain en même temps qu'une impasse juridique, mais je crois qu'il a gagné son principal combat maintenant. Même si humainement, évidemment, il voudrait savoir qui est son père, mais son père étant... Son combat, selon vous? Son combat, c'est d'avoir fait reconnaître effectivement qu'il était une victime de la guerre d'Algérie et d'être le premier Algérien à avoir ce statut qui est quand même... alors, est-ce que ça fera jurisprudence? Un juriste pourrait vous le dire. Et vous pensez qu'il a une chance de le gagner? Oui, je le lui souhaite en tout cas. Après tant d'années de souffrance, Mohamed et sa mère ont enfin réussi à surmonter le terrible secret qui les séparait. Au fil des années, leurs relations se sont apaisées. Mohamed rend aujourd'hui régulièrement visite à sa mère en Algérie. Mais son combat continue. Mohamed a même rédigé un livre sur son histoire. Il n'est toujours pas reconnu comme la victime d'un crime contre l'humanité. Une nouvelle procédure pour faire reconnaître ce statut est en cours. Verdict dans quelques mois.